Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très content d'être là, c'est la première chose que je voulais dire, et de pouvoir développer ce sujet en fait que j'ai été amené à développer d'abord pour la radio et qui je pense est un sujet intéressant. J'avais quelques préalables avant de commencer qui sont importants pour moi pour m'enlever un petit peu de pression. D'abord, c'est d'où je parle. J'ai pour habitude de dire que je ne suis pas un chercheur, je suis un prof. C'est pour ça aussi que je suis chroniqueur. Je pense que ma compétence, elle est plus dans la vulgarisation, dans la transmission que dans la recherche. Et donc c'est un peu à ce titre-là que je suis ici. C'est par rapport à ce sujet que j'ai essayé un peu de débroussailler, mais je ne peux pas me prétendre ici vraiment avoir fait une véritable recherche sur le sujet. Ça me stressait un peu de venir à l'université, alors je me suis dit je vais dire ça pour commencer. Je l'ai dit. Je trouve ça intéressant aussi de spécifier nos a priori de départ. Sinon, on peut vite tomber dans toutes sortes de biais. Hein. Mon a priori de départ vis-à-vis du développement personnel, il n'est pas extrêmement positif. C'est-à-dire que j'avais dans l'idée qu'il y a dans le développement personnel quelque chose qui est de l'ordre peut-être du charlatanisme, quelque chose qui est peut-être trop centré sur l'individu et qui manque de rigueur. Je ne sais pas si j'ai changé d'avis, mais je pense quand même que ma perspective a évolué en recherchant. Et vous allez voir qu'à la fin, je reconnais aussi des choses au développement personnel. Voilà. Une posture à éviter pour moi ici, c'est de faire peut-être ce que tout le monde a envie d'entendre, je ne sais pas du tout, à savoir une posture de philosophe intellectuel qui viendrait vous dire que vraiment le développement personnel c'est n'importe quoi. Je vais éviter cette posture pour essayer de ne pas tomber dans la critique. J'avais envie d'abord de vous mettre tous mal à l'aise. J'avais pensé à cette espèce de petit jeu, c'était de prendre un extrait et de vous demander si ça vient d'un auteur de l'Antiquité ou d'un auteur contemporain de développement personnel. Et c'est un exemple, il y en a plein possible. Hein. Cette phrase, qui est la suivante, j'allais dire de qui elle est, mais il y a des gens qui ne vivent pas la vie présente, c'est tout comme s'ils se préparaient en y consacrant toute leur ardeur à vivre on ne sait quelle autre vie, mais pas celle-ci. Et pendant qu'ils font cela, le temps s'en va et il est perdu. On ne peut pas remettre en jeu la vie comme un dé qu'on relance. Voilà. J'ai pris cette phrase, je ne vais pas vous poser la question parce que je pense que c'est impossible de répondre. Je pense justement parce qu'elle, c'est typiquement une phrase on peut retrouver dans des livres aujourd'hui actuels de développement personnel. Et en l'occurrence, ici, quelqu'un a une idée de qui c'est? C'est un philosophe. Non, c'est un philosophe de l'Antiquité. Il est peu souvent cité, il s'appelle Antiphon. Voilà. Voilà, tout à fait. Il n'est pas à la base d'une chanson, mais c'est une autre histoire. Alors, définir le développement personnel, c'est très compliqué. Il n'y a pas de théorie unifiée du développement personnel. C'est plein de choses vraiment très différentes, c'est ce dont je me suis aussi aperçu. Et mon but dans cette conférence, c'est de mettre en regard le développement personnel et la philosophie. Et autant le développement personnel est une réalité multiple, autant la philosophie est aussi une réalité multiple. Donc je vais devoir comparer des choses très différentes entre elles avec des choses très différentes entre elles. J'estime donc ma mission plus ou moins impossible. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est très difficile de parler à la place du développement personnel, de dire le développement personnel dit cela, ou la philosophie dit cela. Hein. Si vous qui êtes peut-être plus dans le monde de la philo, si on devait se mettre d'accord sur ce qui met d'accord le philosophe, ce serait compliqué probablement. Donc on a là pour moi une grosse difficulté dans le sujet. Mais oui, à ce niveau-là, je trouvais la définition du développement personnel de Wikipédia, elle commence vraiment très très bien pour préciser ce que c'est. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée. Avec ça, on sait qu'on ne va pas savoir. Et donc voilà, il faut partir de cette situation, de quelque chose qui est quand même très éclaté. Alors comme je suis pas chercheur, j'ai utilisé mes méthodes de recherche à moi, c'est-à-dire faites maison. Je suis quelqu'un de visuel. Alors la méthode que j'ai utilisée, qui est vraiment une méthode de recherche très fouillée, c'est que j'ai pris le top 25
des best-sellers de développement personnel vendus en France par Amazon. Voilà. Les 25 premiers livres les plus vendus. J'ai imprimé la couverture, ce qui n'est absolument pas écologique, mais voilà, précède votre critique. Et je les ai étalés sur mon plancher en chêne pour voir si quelque chose se dégageait. Et la magie a eu lieu, figurez-vous, mais ça m'est apparu en quelques secondes. Je pouvais absolument trier, je dirais, 23 des 25 livres selon deux grosses matrices, deux récurrences qu'on va retrouver, je pense, tout le temps dans le développement personnel. La première, c'est la notion de pouvoir. Le pouvoir de la... J'ai envie de me lever, je peux? Ça va être embêtant? Non. Le pouvoir de l'individu, comme ça je peux... il y a dans tous les livres, dans beaucoup de livres de développement personnel, il y a l'idée de la quête d'un pouvoir pour l'individu. Il va devoir retrouver ou actualiser un potentiel qui est là et qui est sous-utilisé. Vous voyez des exemples de livres, hein, toujours dans ces 25 livres les plus vendus. Le pouvoir illimité, utiliser la force, les 7 lois spirituelles du succès, la notion de succès, on le verra. Bonjour, bienvenue. La notion de succès, c'est quelque chose aussi qui est très présente, que je lie à la question du pouvoir, hein, puisque le succès comme un pouvoir de réussite. Ça, c'est un des livres les plus vendus au monde en développement personnel. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Comment se faire des amis et influencer les autres. C'est un titre complètement effrayant, je suis d'accord avec vous. Mais on va retrouver cette idée de pouvoir. Hein. Se faire des amis, donc pouvoir se faire des amis et aussi pouvoir influencer les autres. Bonjour, bienvenue. Aussi celui-ci, comment trouver le leader en vous. Même Eckhart Tolle, qui est peut-être dans le développement personnel quelqu'un qu'on pourrait croire plus éloigné du pouvoir, cette notion, vient quand même avec un titre qui est le pouvoir du moment présent. Donc toujours avec cette idée qu'il y a une recette, et derrière cette recette, il y a, en anglais on dit empowerment, mais je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais on va gagner en puissance et en pouvoir. Tout commence ici, chaque réponse est en toi, c'est toujours aussi l'idée d'un chemin pour accéder à ce succès. 15 trucs pour ne plus procrastiner. Je voulais le lire, mais je l'ai remis encore à demain. C'est aussi toujours cette idée d'acquérir du pouvoir sur par rapport à nos faiblesses, et avec une dimension aussi ici très pratique. Hein. Triompher de vous-même et des autres. Voilà un programme qui est toujours dans la même idée. Donc la proposition du développement personnel est une proposition d'augmentation des pouvoirs de l'individu. Un individu qui serait en fait en dessous de son potentiel, un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer. Ça, c'est la première grosse idée que moi je sors du développement personnel. Vous avez en vous un potentiel que vous n'utilisez pas, et on va vous expliquer comment l'actualiser. Alors, ce pouvoir, c'est sur soi-même, sur les autres, sur le monde, avec très souvent la notion de succès. Alors, typiquement, surtout aux États-Unis et en Angleterre, on va avoir très souvent, dans le développement personnel, très concrètement et très explicitement, l'idée de réussite financière. C'est particulier, mais je l'ai constaté. Beaucoup de livres qui proposent même comment devenir riche, hein, comment se faire des amis, renverser le destin, etc. Il y a un monsieur qui s'appelle Bob Proctor, qui est un espèce de ponte véritablement aux États-Unis du développement personnel. J'avais trouvé ce petit extrait qui exprime cette idée. Un succès très technique. Hop là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une partie non physique de nous qui fait tout ça. Si je peux créer l'image de quelque chose dans mon esprit, je suis tout à fait capable de créer une copie conforme de cette idée dans mon monde physique. Donc si je crée une image de moi-même en tant... Je m'aperçois que je vous l'ai mis un tout petit peu trop tôt. En direct. Je vais d'abord préciser autre chose avant. J'y reviens juste après. L'autre grande idée de mes titres,
que j'ai retrouvé, c'est l'idée de devenir soi-même. Ça revient tout le temps dans le développement personnel. C'est l'idée qu'en fait, vous n'êtes pas vous-même, qu'il y a un vrai vous-même à découvrir, et que le développement personnel va vous donner accès à votre moi que vous ne connaissez pas. Ça, c'est vraiment en France aussi un très grand best-seller, vous l'avez peut-être lu. Cessez d'être gentil, soyez vrai. On me dit souvent qu'il ne faut pas réduire ce livre à son titre, il faut probablement ne réduire aucun livre à leur titre, mais je trouve quand même ce titre très, très évocateur. Le courage d'être soi, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ça c'est un livre canadien, si je ne m'abuse. Tout commence ici, chaque réponse est en toi, on retrouve ici la question de se retrouver soi-même. On est toujours dans les 25 best-sellers. Hein. Et à qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? Voilà. Alors, je vous montrerai aussi un extrait juste après, je mettrai tous mes extraits ensemble, comme ça je suis sûr d'avoir tout dit. Ce qu'on va retrouver également, toujours dans les idées récurrentes, beaucoup dans le développement personnel, c'est la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, mais ça c'est vraiment un leitmotiv extrêmement important. La loi de l'attraction, c'est l'idée que quelque part nous pouvons plier le monde en modifiant sur lui notre regard. C'est une idée qui part du principe qu'en fait on peut faire advenir le réel que l'on souhaite en le voulant très fort, en visualisant aussi très fort ce que l'on veut. Alors, avec un mécanisme qui peut être purement psychologique, au sens où, en fait, en voulant très fort quelque chose, je vais le susciter, mais parfois on frise quand même quelque chose de presque plus surnaturel, avec notamment des pseudo-appels à la physique quantique. Je pense que les physiciens ne seraient pas trop d'accord de cette utilisation, mais pour dire que finalement aussi le réel, quelque part, lui-même, obéit à notre regard, hein, et que nous avons le réel que nous fabriquons par notre regard. Et la solution qui est prônée par cette loi de l'attraction bien comprise, c'est vouloir. La clé du succès, c'est la volonté. Hein. Vouloir plus que tout. Et en fait, si vous voulez quelque chose plus que tout, en vertu de la loi d'attraction, vous allez le faire advenir. Vouloir être riche, par exemple, vouloir le succès, vouloir se faire, vouloir être soi-même, peut-être. William James, c'est aussi un auteur fameux en la matière. Hein. Croyez et vos croyances feront l'effet. Hein. Ce qui s'oppose à l'idée, on verra aspect philo après, mais qui est celle de Régis Debray, que le réel, c'est justement ce qui résiste, hein, c'est ce qui ne plie pas avec mon regard. Dans la loi d'attraction, évidemment, on est un peu en porte-à-faux par rapport à ça. C'est maintenant que je peux vous mettre mon extrait. Ah oui, il faut que je rebranche. Il ne suffit pas que je le veuille très fort. Image de quelque chose dans mon esprit, je suis tout à fait capable de créer une copie conforme de cette idée dans mon monde physique. Donc si je crée une image de moi-même en tant que personne heureuse et sereine, je peux vivre de cette façon. Si je crée une image de moi-même étant prospère, alors je peux devenir prospère. La première chose à faire, c'est s'asseoir et décider ce qu'on veut. Si c'est de l'argent, vous voulez combien d'argent? Beaucoup. Personne ne sait combien le mot beaucoup représente, donc vous devez être précis. Vous écrirez sur un papier exactement combien vous voulez. Voilà, je ne m'apprêtais pas à venir à ISP vous dire qu'il faut noter sur un papier la fortune que vous souhaitez avoir, mais c'est la proposition de Bob Proctor qui, je trouve, montre bien l'idée de la loi d'attraction. Hein. On visualise jusqu'à un montant, donc c'est vraiment très très précis, et c'est le début du succès. Ici, c'est Laurent Gounel, donc on revient en France, qui a fait une conférence TEDx pour l'aspect, ici, être soi-même. J'ai juste envie de vous dire, allez à la rencontre de votre propre chemin, allez dans cette direction, parce que c'est à ce moment-là que les vies prennent son véritable sens. Bonne route de vie. Voilà, on a ici une voie typique du développement personnel aussi. Donc, allez vers votre propre chemin, et c'est comme ça que vous arriverez en fait à vos objectifs. Donc on retrouve ces deux idées, du pouvoir et puis se trouver soi-même.
D'autres éléments récurrents que j'ai soulignés, la vertu de l'échec, on aime beaucoup dans le développement personnel tel qu'il m'est apparu en tout cas, dire que l'échec est une occasion. L'échec c'est quelque chose qui est un ingrédient presque nécessaire et dans la poursuite du succès. Alors, c'est pas nécessairement forcément, c'est même sûrement pas idiot comme idée. Il y a peut-être quelque chose d'un peu marketing là-dedans, c'est de dire aux gens, en fait, ce que vous n'avez pas réussi, c'est normal que vous ne l'avez pas réussi, puisque c'est comme ça que vous allez réussir, c'est en ne le réussissant pas tout d'abord. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Une idée peut-être, ou donc il y a aussi l'idée de prôner le positif. C'est toujours lié à la loi de l'attraction. Finalement, le développement personnel invite l'individu à développer un regard positif sur le monde, puisque développer un regard positif pour le monde, c'est rendre le monde positif tel qu'on le souhaite. Et ça m'amène à un autre point qui est très lié, c'est la question de la responsabilité. Pratiquement dans tous les livres que j'ai mentionnés, que j'ai quand même pour beaucoup parcouru, l'individu est responsable de ce qui lui arrive. Donc la notion de déterminisme est quand même vraiment très très gommée dans cette histoire. Dans le développement personnel, vous méritez. On a une vision méritocratique. Voilà. Si vous n'êtes pas heureux, c'est quelque part parce que vous n'avez pas développé ce regard positif sur les choses. Donc ça vous rend quand même fort responsable. On n'est peut-être pas loin, c'est ce que dit notamment l'auteur Eva Illouz, qui a écrit un livre qui s'appelle Apicratie, dans lequel elle explique que dans le développement personnel, il y a quelque chose de très néolibéral, puisque c'est votre succès dépend de vous et pas de l'extérieur. L'idée, ah oui, ça c'est très important, dans le développement personnel, j'avais cet a priori, que j'ai un peu toujours d'ailleurs, que le développement personnel oublie un peu la morale, la vertu et la question aussi des autres. C'est toujours l'attention à soi qui est soulignée, se faire du bien, se retrouver. Et alors là, oserais-je dire, la parade du développement personnel, c'est toujours cette idée que finalement, pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi. Mais on ne passe jamais à cette étape. C'est un peu ce qu'on brandit pour dire, donc maintenant on va parler de soi, on va parler de vous, de votre réussite, mais c'est pas égoïste parce que c'est comme ça que vous allez être meilleur pour les autres. Sauf qu'on n'arrive jamais à cette étape. Enfin, du moins, ça a été mon impression. Autre récurrence, c'est la rapidité. On propose un parcours dans le développement personnel qui est très souvent rapide. Vous allez y arriver rapidement. Des programmes en 12 semaines, devenez riche en 3 mois, etc. Je caricature, mais il y a peut-être une dimension un peu marketing aussi là-dedans, c'est de dire vous êtes là pour changer, vous n'avez pas envie que je vous dise que ça va être compliqué, que ça va prendre 20 ans. Donc voilà une recette qui permet d'aller vite. On pourrait développer, et je ne le ferai pas, tous les liens aussi que le développement personnel entretient avec le coaching sportif, en fait, parce que souvent moi qui pratique le trail, dans tout ce qui est coaching sportif sur Internet, on retrouve très souvent cette idée d'avoir un ventre plat en 3 semaines, de courir à telle vitesse. En fait, c'est impossible pour les gens qui connaissent le sport. Ce sont des processus souvent assez lents, quoi. Mais quelque part, on peut imaginer que pour mobiliser la personne, la pousser vers l'entraînement, etc., mais il faut lui dire que ça va aller vite. Il y a aussi, quelque part, on peut, entre les lignes d'un développement personnel, lire une promesse de séduction. Julia de Funès, qui écrit un livre qui s'appelle Le développement impersonnel, où c'est vraiment là une critique à charge du développement personnel. Elle parle du narcissisme de la petite différence. C'est une notion qu'on retrouve chez Freud, qui est l'idée que oui, peut-être vous êtes des individus comme les autres, mais vous avez une petite différence, ou en tout cas vous rêvez d'en avoir une petite différence, quelque chose en plus que les gens en fait n'ont pas encore assez vu, qui fait de vous quelqu'un d'unique et qu'il n'y a plus qu'à révéler. Et dans le développement personnel, il y a cette idée très flatteuse que vous êtes, au moins pour une petite différence, exceptionnel. Voilà. Avec aussi, là, toutes les notions de haut potentiel, il y a toute une série de termes qui vont aller chercher dans la psychologie, qui valorisent énormément, finalement, des individus qui seraient un peu hors normes. Voilà. Donc le lecteur
du développement personnel, il est quand même amené à croire très vite qu'il a quelque chose d'incroyable en lui et qu'il ne demande qu'à être actualisé. Je me suis dit que je ferais un petit schéma. Olivier, c'est bien, j'aime bien le petit schéma. Pour résumer tout ça, on a un individu qui ressemble fort à un triangle, je vous le concède, qui est appelé à aller vers le succès. Voilà. Et pour aller vers le succès, il y a des outils, des clés. Devenir soi-même, c'est ça la clé, une des clés principales, et la loi de l'attraction, hein, donc souhaiter le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et alors l'individu lui-même, qui est habité d'un potentiel plus élevé qu'il n'y paraît. Dans cette quête, le développement personnel va souligner des freins. Hein. Souvent, d'une manière ou d'une autre, je trouve les autres vont être pointés comme étant des freins à votre épanouissement, parce que les autres sont souvent toxiques, manipulateurs, ils ne croient pas en vous, ils sont jaloux. Hein. Et donc, quelque part, on vous invite souvent à... c'est une idée qu'on pourrait aussi retrouver dans la philo, hein, ceci dit, peut-être avec Sartre, mais quand même l'idée que l'autre vous empêche d'éclore. Voilà. Et alors cette idée très forte aussi des croyances limitantes, c'est très lié à la loi de l'attraction. Finalement, si vous n'arrivez pas pourquoi je ne parle pas le mandarin, on pourrait penser que parce que c'est compliqué. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que j'ai des croyances limitantes. Je ne crois pas à mon potentiel d'apprendre le mandarin. Je ne crois pas assez en moi. Je ne veux pas assez apprendre le mandarin. Et donc c'est ça qui m'empêche de parler le mandarin. Et pas éventuellement la syntaxe chinoise qui est très compliquée. Voilà. Donc je m'aperçois que je suis encore très critique, mais bon, voilà. Alors vous allez me dire, et la philosophie dans tout ça? Alors tout démarre pour moi grâce à un son que je dois d'ailleurs à mon avis Olivier qui est ici présent, et c'est Sylvain Tesson qui est derrière le micro. Ça dure 20 secondes. Nous avons bien envie de ce n'est pas beaucoup, alors il faut en profiter, mais en profiter c'est un terme de banquier. Quand on profite des choses, c'est qu'on veut en tirer une espèce de plus-value. Il faut le consentir, le calcul c'est beaucoup plus beau que le profit. C'est-à-dire qu'il faut s'assortir au monde, et ça les Grecs sont tout nus, comme ça, les bras ouverts devant la pluie de lumière, et c'est ce qu'on ressent ces textes. Et moi, j'ai fait le lien avec le développement personnel. Donc, Sylvain Tesson dit, finalement, jouir de la vie, jouir du monde, c'est un terme de banquier. C'est encore une fois un peu s'approprier les choses. Et il met en opposition à cela une proposition de la philosophie qui est de s'assortir au monde. Voilà. Et ça me semble être vraiment peut-être la clé d'une des grandes différences entre ce que va proposer la philosophie, en tout cas dans l'Antiquité, et le développement personnel. La loi d'attraction, ce n'est pas s'assortir au monde, c'est assortir le monde à soi. Hein. Alors que s'assortir au monde, c'est quelque part être à l'écoute du monde pour s'y fondre. Hein. Je ne sais plus qui disait que le sens de la vie, c'était de ne pas mener sa vie pour ne pas y laisser de traces. Hein. C'est un peu cette idée de s'harmoniser tellement au monde qu'on ne le plie pas en fait. Voilà. Et donc, une des premières choses, donc ce que je vais faire ici avec la philo, ce n'est pas vous dire la philo dit ceci, contrairement au développement personnel, parce que encore une fois, je ne peux pas faire ça. Ça va être de problématiser un certain nombre de points que j'ai mentionnés, en convoquant ici et là quelques philosophes de l'Antiquité. Je me suis, pour ceci, basé beaucoup sur Pierre Hadot, vous connaissez peut-être. Peut-être que s'il n'y a qu'un seul livre à lire sur la philosophie antique, c'est celui-là, c'est exceptionnel. Enfin, c'est la deuxième fois que je le lis et c'est toujours un grand plaisir. À propos d'Épicure, Pierre Hadot nous dit, le sage comme les dieux plonge son regard dans l'infinité des mondes innombrables,
l'univers clos se dilate dans l'infini. Hein. Le sage, le philosophe, le savant, c'est celui qui va plonger son regard dans l'infini. Hein. C'est cette idée de contemplation qui pour moi va de pair avec ce concept de s'assortir au monde. Quoi. C'était pour Épicure, mais à propos des stoïciens, vivre conformément à la raison, ce sera donc vivre conformément à la nature. Voilà, ça c'est conformément à la loi universelle qui meut de l'intérieur l'évolution du monde. Donc vivre selon la philosophie, c'est vivre conformément à la nature. Ce n'est pas plier la nature, ce n'est pas faire advenir la nature qu'on veut, hein, c'est plutôt vivre conformément à celle-ci. Et je pose ça aussi à une notion qu'on retrouve très souvent dans le développement personnel, qui est le fait de demander à l'univers, qui est très proche de la loi d'attraction. Vous voulez quelque chose, demande à l'univers que cette chose advienne. Hein. Chez les stoïciens, il n'est pas question de demander quelque chose à l'univers. Il est question plutôt d'accepter ce que je ne pourrai jamais demander à l'univers, en fait. Hein. D'accepter ce que je ne peux changer, pour reprendre la formule consacrée. Marc Aurèle, comme toute chose se transforme les unes dans les autres, acquiert une méthode pour le contempler, observe chaque chose et imagine-toi qu'elle est en train de se dissoudre, qu'elle est en pleine transformation, en train de pourrir et de se détruire. Je trouve que c'est une belle définition de la contemplation, hein, du fait de cet individu qui contemple, qui observe, et non pas qui tord le réel. Une autre chose qui m'est apparue très fort chez les philosophes de l'Antiquité, au niveau du but à atteindre, alors qu'on a vu dans le développement personnel être soi-même et acquérir du pouvoir, chez les philosophes, il y a quand même une très grande place pour la vertu, la question morale. Hein. Et peut-être même la première place. Platon dit à propos du mode de vie philosophique, il consiste à faire plus de cas de la vertu que du plaisir. C'est quand même très très clair, hein, je dirais, à renoncer au plaisir des sens. Socrate, dans l'Apologie, donc via Platon, mon bon, ce n'est pas parler comme il faut que d'imaginer, comme tu le fais, qu'un homme qui vaut quelque chose, si peu que ce soit, doive, lorsqu'il pose une action, mettre dans la balance ses chances de vie et de mort, au lieu de se demander seulement si l'action qu'il pose est juste ou injuste, s'il se conduit en homme de bien ou comme un méchant. Voilà. Donc on voit quand même qu'il y a un focus extrêmement important avec l'idée de devenir un homme bien, un homme de bien, et c'est quelque chose qu'on va retrouver quand même très très peu dans les livres du développement personnel, qui vous proposent beaucoup plus d'atteindre, encore une fois, vos succès. Pérador rappelle aussi qu'il y a eu un décret à la mort de Zénon pour dire qu'il s'était montré homme de bien en toutes circonstances. On sent que c'est quand même un focus qui est très important chez les philosophes de l'Antiquité. À propos des objectifs à atteindre, on a ici un uppercut de Socrate quand même à propos de certains auteurs du développement personnel. Je n'ai nul souci de ce dont se soucient la plupart des gens, affaires d'argent, administration des biens, charge de stratège, succès oratoire en public, magistrature, coalition, faction politique. Je me suis engagé non dans cette voie, mais dans celle où, à chacun de vous en particulier, je ferai le plus grand bien, en essayant de le persuader de se préoccuper moins de ce qu'il a que de ce qu'il est, pour se rendre aussi excellent et raisonnable que possible. Voilà. Donc là, quand même, on a un Socrate qui remet à sa place peut-être l'objectif de la philosophie. C'est certainement pas d'être riche. Et là, on pourrait parler aussi de toute la dimension business du développement personnel, hein, puisque c'est quand même très souvent aussi des coachings qui enrichissent ceux qui les donnent, et peut-être pour de très bonnes raisons, mais on sait que c'était quelque chose dont les philosophes de l'Antiquité ont parlé. Le fait d'être rémunéré était très mal vu. Hein. Donc on a toute la querelle avec les sophistes, mais notamment Socrate et Platon ne demandaient absolument pas d'argent. Quelque chose qui m'apparaît aussi et qui me rend fier d'être philosophe, pour tout vous dire, dans la philosophie, c'est la place de la connaissance, mais de la connaissance pour elle-même. Le développement personnel
n'est attiré que par une connaissance qui va encore une fois augmenter mon pouvoir. Chez le philosophe, il y a la connaissance de l'univers, presque la connaissance aussi scientifique, la connaissance du cosmos pour elle-même. Il y a même l'idée très souvent que le savoir est une joie, que juste le fait de comprendre les choses, c'est déjà un bien en soi. D'ailleurs, l'étymologie même de la philosophie, l'amour de la sagesse, donc il y a un amour, presque une affection en fait, hein, pour le fait de connaître, de comprendre, d'accéder aux causes. Voilà. Je ne vais pas tout détailler. Hein. Épicure, dans l'exercice de la sagesse, le plaisir va de pair avec la connaissance, car on ne jouit pas après avoir appris, c'est tous ensemble qu'on apprend et qu'on jouit, donc c'est le fait d'apprendre qui me procure du plaisir, et pas je vais apprendre pour mieux manipuler les autres, hein, ou le réel, ou me faire des amis, ou que sais-je. Épicure, toujours, il n'y a pas d'autre fruit à tirer de la connaissance des phénomènes célestes que la paix de l'âme et une ferme assurance, comme c'est le but également des autres recherches. Donc la connaissance comme aussi quelque chose qui apporte la paix de l'âme. On retrouve cette idée, oui, avec Plotin. Je ne sais pas si je vais faire toutes mes citations parce que j'aimerais bien avoir le temps de vous laisser poser quelques questions, hein, mais il y a aussi Philon d'Alexandrie qui explique dans cette citation que ce qui apaise dans la connaissance, c'est qu'une fois que l'on comprend les causes, eh bien, on en accepte plus facilement les conséquences. Voilà. Parce qu'elles deviennent prévisibles. Je vais moins être affecté du mauvais temps, une fois que je comprends ce qui préside à l'avènement du mauvais temps. Et donc, tout l'intérêt de la science aussi, c'est de comprendre que ce qui a lieu doit avoir lieu. Et ça, il y a un apaisement de cette connaissance. Aristote aussi qui parle de la joie de connaître. Donc ça, c'est vraiment un leitmotiv, je pense, qu'on peut retrouver. La connaissance pour elle-même, que je retrouve dans ce que j'ai vu peu dans le développement personnel. Voilà. Un autre point de friction, c'est le rapport à l'altérité. Dans la philosophie et dans le développement personnel, je vois quand même des choses très différentes. Julia de Funès, dans son livre, elle va s'offusquer parce que dans le développement personnel, on retrouve très souvent la référence à Socrate qui dit « connais-toi toi-même hein, », qui quelque part va dans le même sens de cette idée de se connaître. Mais Julia de Funès explique dans son livre qu'en fait, le développement personnel a mal récupéré, a mal interprété cette injonction. Déjà la deuxième partie du fronton, c'est rien de trop. Hein. En fait, pour Julia de Funès, le connais-toi toi-même, ce n'est pas une espèce de concentration narcissique où je vais pratiquer une espèce d'introspection totalement centrée sur moi. Pour elle entend le connais-toi toi-même de Socrate plutôt comme trouve ta juste place, justement, encore à sortir au monde, hein, dans le cosmos. C'est en sortant de toi que tu vas en fait te trouver. Et donc la norme, elle ne vient pas de quelque chose en moi que je vais devoir déterrer, hein. C'est plutôt quelque chose qui va venir de l'extérieur, du cosmos, de la cité, de la famille, auquel elle lit le connais-toi toi-même de Socrate plutôt comme une invitation à sortir de soi, plutôt qu'à quelque chose de narcissique. Merleau-Ponty, hein, qui disait à propos de Socrate, il pensait qu'on ne peut être juste tout seul, qu'à être seul, on cesse de l'être. Socrate, c'est toujours une invitation à aller vers l'autre, à ne pas être soi-même son propre juge. Hein. Épicure disait que l'autre est une condition de la paix de l'âme. Il y a cette phrase que je n'avais pas bien compris avant, mais fais tout comme si Épicure te voyait. C'est l'idée qu'en fait, il est dangereux de tourner en boucle avec nous-mêmes, hein, et c'est le regard de l'autre qui vient aussi tout le temps me sortir et m'actualiser. Voilà. Ça, c'est vraiment une dia qu'il ne faut pas faire quand on est professeur à l'EFEC, parce qu'on dit qu'il ne faut pas mettre trop de
textes dans une même dia, donc je m'en excuse. C'est un petit extrait d'Hannah Arendt à propos de la liberté, où elle dit vraiment précisément que cette liberté de l'individu, ce n'est pas de lui à lui, hein, mais que la liberté, c'est d'abord quelque chose qui s'expérimente dans le monde, dans l'altérité, dans le rapport aux autres, dans le rapport à la politique. Avant de devenir un attribut de la pensée ou une qualité de la volonté, la liberté a été comprise comme le statut de l'homme libre qui lui permettait de se déplacer, de sortir de son foyer, d'aller dans le monde, de rencontrer d'autres gens en actes et en paroles. Être libre exigeait, outre la simple libération, la compagnie des autres hommes dont la situation était la même et demandait un espace public commun où les rencontrer. Un monde politiquement organisé, en d'autres termes, où chacun des hommes libres puisse s'insérer par la parole et par l'action. Hein. Donc ça, c'est pour moi très, très important. La philosophie, c'est pas une liberté intérieure qu'on va obtenir en effaçant le monde. Voilà. C'est plutôt en sortant vers celui-ci. Et je m'étais osé à cette petite mise en perspective entre développement personnel et philo. Quelque part, le développement personnel nous propose d'éteindre un peu le monde pour se retrouver, faire taire le monde. Et la philosophie nous propose presque le mouvement inverse. On va éclairer le monde pour s'y harmoniser et s'y trouver en fait une place. C'est ça, se trouver soi-même. Je vais pas trop vite, non? Je vais trop lentement. Vous dites oui, tout ça on sait, merci Épicure. Alors, toujours quelques mises en question. La question, j'en ai parlé, de la responsabilité de l'individu. On dirait que le développement personnel n'a pas été mis au courant du développement des sciences sociales, de toute la partie quand même profondément déterministe de l'existence, de tout ce qui nous contraint hors de nous. J'avais noté cette phrase, hein, dans une société où on est tous talentueux, puisque c'est ça le propos du développement personnel, vous êtes tous talentueux, et ben du coup vos échecs vous appartiennent, puisqu'avec le talent que vous avez, vous n'êtes manifestement pas millionnaire, c'est de votre faute. Voilà. Il y a quelque chose qui fait peser quand même beaucoup sur les épaules de l'individu dans le développement personnel, puisqu'il n'y a plus qu'à, hein, puisque vous avez tout en vous, puisque vous êtes à haut potentiel. Finalement, qu'est-ce qui explique que vous n'arrivez pas à vos succès, hein? Peut-être aussi quelque chose qui est oublié, ou qui est gommé, ou qui est effacé par le développement personnel. Il s'agit de se trouver soi-même, mais la question de qu'est-ce que le moi, ou comment le trouver, où existe-t-il vraiment, n'est quasiment jamais abordée. Or, c'est une grande question en philosophie, même déjà dans l'Antiquité. Finalement, le moi, est-ce que ça existe? Qu'est-ce que c'est? Avec toutes les questions, les attributs, et je trouve ça, c'est peut-être un angle mort du développement personnel. Il y a un sous-entendu, un a priori, qu'il y a un moi insécable en nous, qu'on va trouver. Et peut-être là, le développement personnel pourrait s'enrichir un peu de la philosophie, qui a quand même beaucoup problématisé cette notion du moi. J'avais parlé de la question de la rapidité. Nietzsche qui disait, pour être éclair, il faut rester longtemps nuage. Je pense que dans la philosophie, il y a plus cette idée que les choses n'arrivent pas en un claquement de doigts. C'est peut-être lié aussi au point suivant. La philosophie est quand même beaucoup plus une discipline académique, scientifique, et donc qui va quand même obéir à une certaine rigueur. Contrairement à moi ici, vous avez vu, je ne suis pas du tout rigoureux, mais normalement, hein, les philosophes sont rigoureux. Et il y a beaucoup moins cette idée dans le développement personnel qui est beaucoup plus dirigée vers les résultats. Ce qui peut aussi être une critique qu'on pourrait faire à l'encontre de la philosophie, mais j'y viendrai après. La définition de la liberté, hein, aussi, on a fort l'impression que dans le développement personnel, on a une liberté qui s'apparente à pouvoir être ce que j'ai envie d'être. Hein. La philosophie, c'est quand même des siècles de problématisation du concept de liberté. Ben là aussi, je pense qu'il y aura peut-être un dialogue à mener. Sur la question aussi, qu'est-ce qu'une vie réussie?
le développement personnel va souvent sous-entendre que la réussite, c'est d'abord la réussite de nos objectifs. Alors que les philosophes se sont quand même beaucoup cassés les dents sur savoir ce que c'était qu'une vie réussie. Et bien souvent, chez les philosophes, la vie réussie ne correspond pas à devenir riche ou à rencontrer des succès. Mais c'est plutôt, en tout cas chez les Grecs, on va quand même avoir une grosse notion d'accepter en fait ce qu'on ne peut pas changer et ce qui n'est pas en notre pouvoir. Et donc là aussi, je m'étais risqué à une petite punchline, mais que dans la philosophie, on essaie d'aller de l'assertivité vers l'incertitude. Donc on a par exemple un Socrate qui va venir écouter vos croyances pour les problématiser, pour les mettre en question, pour insérer en vous de l'incertitude. Ça me fait penser à cette phrase de Kant que j'aime beaucoup d'ailleurs. L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il peut supporter. La philosophie, c'est une proposition de quelque part de défaire une certaine confiance en soi, on va dire, quant à la vérité, pour aller vers de l'incertitude, alors que le développement personnel propose un mouvement inverse. L'incertitude, c'est vos croyances limitantes. C'est ce qui vous empêche justement d'être assertif, d'être sûr de vous et d'y arriver. Donc on a un mouvement qui est un peu, je pense, contraire. Enfin, il y a certaines convergences, et je pense que si j'ai un reproche à faire, parce que j'avais dit que je n'allais pas critiquer les développements personnels, je n'ai fait que ça pour l'instant, mais je reconnais quelque chose au développement personnel qui me semble très important, c'est qu'il s'occupe de la question de façon même très pratique de comment je dois vivre. Et je me demande si la philosophie n'a pas un petit peu oublié ça, de dire aux gens comment ils doivent vivre, ou même sur quelle base peuvent-ils se poser cette question-là. Quelle est la carte pour réfléchir à ça, quels sont les concepts qui vont m'aider à répondre à cette question. On a avec le développement personnel quelque chose qui se rapproche quand même beaucoup plus du quotidien des gens. Et même je crois que souvent le développement personnel va venir prendre une place qui au départ pourrait être prise par la philosophie, et par le questionnement de tout un chacun. Mais la philosophie peut-être académique, c'est un peu éloigné de ça. Alors que Pierre Hadot, pour ceux qui l'ont lu, nous explique que les philosophes de l'Antiquité, ils sont vraiment dans cette question. La philosophie, c'est comment je vis, c'est des exercices spirituels, c'est une pratique, c'est un mode de vie, c'est d'ascèse. Les philosophes de l'Antiquité parlent de comment manger, comment boire, enfin des choses vraiment très concrètes, quoi. Je reconnais aussi au développement personnel l'idée de temps d'arrêt. Dans la société contemporaine, tout entière tournée vers le travail, vers la routine, il faut faire avancer les choses, le développement personnel propose un temps d'arrêt, une mise en question. Un peu comme la philosophie, et je trouve ça positif. Le discours dans le développement personnel, vous voyez, j'ai la feuille avec tous mes titres, voilà, propose quand même chacun, souvent de dire à l'individu, tiens, attends, pose-toi des questions. Voilà. Et d'ailleurs, Pierre Hadot, à propos des exercices spirituels, il correspond presque toujours à ce mouvement par lequel le moi se concentre sur lui-même en découvrant qu'il n'est pas ce qu'il croyait être, qu'il ne se confond pas avec les objets auxquels il s'était attaché. Donc on retrouve pour moi aussi voilà, cette idée d'exercice concret, pratique, pour aider l'individu à trouver sa place, tout simplement. Alors, merci beaucoup de votre écoute et je serai très heureux d'échanger avec vous si vous avez une autre question.